d'écouter cette présentation. Je vais essayer de rendre la chose pas trop rébarbative parce que le droit, ça fait parfois un peu fuir tout le monde. Avant d'entamer, donc je me présente. Victoire Revenat, je suis avocate en transport depuis 15 ans, très spécialisée dans le transport. On fait du transport routier, maritime, essentiellement du contentieux. Et donc on intervient en général sur le service après-vente quand ça se passe pas très bien. Donc je vais essayer de vous faire bénéficier de quelques éléments de pratique qu'on a pu rencontrer dans ces années, et notamment dernièrement face à des difficultés, et donc sur le sujet du droit de rétention et plus généralement sur le sujet des difficultés de paiement. Si vous étiez à la conférence précédente, vous avez sans doute dû entendre un constat qui est maintenant assez généralisé et partagé par tous sur les difficultés qu'on rencontre à droite et à gauche. Les exemples récents de l'actualité, malheureusement, nous le montrent encore quotidiennement. Et notamment, moi, ce sujet, j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui parce qu'on est intervenu là depuis quelques mois sur les suites de la liquidation de Ziegler. Et donc des impayés qu'ils ont laissés derrière eux, avec les problèmes que ça génère pour leurs sous-traitants impayés notamment. Voilà, donc c'est un peu l'objet de cette présentation. Sans rentrer dans trop de détails, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites depuis ce matin, notamment sur ces retards et ces délais de paiement, des chiffres qui peuvent être assez parlants. Le délai moyen accordé de paiement aujourd'hui est de 49,7 jours, quand on sait qu'en général un paiement c'est 30 jours facture. Voilà. On a dit beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est d'aborder les armes, les garanties de paiement dont peut bénéficier le transporteur pour recouvrer ses créances de transport. Et j'ai aussi à cœur d'avoir un éclairage pour les chargeurs qui sont présents ici, pour voir pour eux, de leur côté, comment est-ce que se prémunir de ces garanties de paiement et quelles astuces avoir en tête pour savoir s'ils sont, ces transporteurs, dans leur bon droit ou pas. Globalement, sans non plus essayer trop de vous étouffer sous les articles de code, il y a 3 fondements principaux qu'on retient sur les garanties de paiement. La première qu'on connaît plus classiquement, c'est l'action directe, la loi Guesso, qui est issue d'une loi de 98, qui est codifiée à l'article L132.8 et qui part d'un postulat assez particulier en transport, c'est que le contrat de transport, c'est un contrat à 3, entre un expéditeur, un destinateur et un transporteur. Donc l'idée de cet article, c'est de dire que l'expéditeur et le destinataire sont tous les deux garants du prix du transport, et donc en cas d'impayé, le transporteur est fondé à se retourner à son choix contre l'expéditeur ou contre le destinataire. Donc ça, c'est la première partie du sujet. La deuxième, ça concerne le droit de rétention qui est, de manière générale, au Code civil, c'est un droit de rétention général qui ne s'applique pas qu'aux transporteurs, mais aux garagistes également qui réparent votre voiture et que vous ne payez pas. Il est fondé aujourd'hui à retenir votre voiture. Et de façon plus spécifique pour notre matière qu'est le transport, il y a un article spécifique, donc, qui est l'article L133.7 du Code de commerce, qui concerne le privilège du voiturier et qui répond à des conditions assez strictes. Et c'est là-dessus que je voudrais insister un petit peu, parce que, en plus des conditions strictes, eh bien, ça implique que ça peut être assez redoutable comme arme et que ça peut se retourner contre soi. Voilà. Donc, pour préciser un petit peu plus ce que je vous disais, l'action directe, elle concerne uniquement le transporteur, le voiturier. C'est uniquement lui qui peut l'actionner et non pas le commissionnaire. Ça, c'est important. Il se retourne contre l'expéditeur ou contre le destinataire, qui sont donc garants solidaires du prix, avec ce que j'expliquais là, un risque de double paiement. Comme on peut se retourner contre l'un ou l'autre, on peut effectivement se retrouver à être payé 2 fois. La facilité de cette action directe, c'est qu'il n'y a pas de formalité préalable compliquée, hormis effectivement adresser une lettre en disant « j'exerce mon action directe contre vous sur tel fondement, pour tel montant, pour telle facture ». Ça, c'est assez classique. Les cas qui viennent encadrer la pratique de l'action directe, la jurisprudence, elle est assez nombreuse sur le sujet. Ça concerne 2 sujets essentiels. C'est la qualité du transporteur effectif, c'est-à-dire qu'il arrive souvent qu'un transporteur succède à un autre
et que celui qui se voit opposer l'action directe lui dit mais c'est pas vous qui avez effectué mon transport, c'est votre sous-traitant. Donc attention sur la personnalité du transporteur. Celui qui est fondé aujourd'hui comme transporteur à effectuer l'action directe, c'est celui qui a effectué personnellement le transport, qui a déplacé physiquement la marchandise. Et l'autre sujet de contestation régulier devant les tribunaux, c'est la preuve du prix convenu, parce qu'on avait négocié 550 € le trajet, et puis on s'aperçoit qu'il en réclame plus, etc. Donc ça, c'est les deux sujets qu'on retrouve habituellement. La particularité aussi de l'action directe, par rapport notamment au droit de rétention qu'on verra plus tard, c'est que ça exclut toutes les autres prestations. C'est-à-dire qu'on se focus uniquement sur le transport, pas sur le manutention, pas sur le stockage. C'est très dédié au transport. Il y a une particularité aussi, si vous êtes amené à faire des transports à l'international ou en tout cas sur le territoire Union européenne, c'est que c'est une particularité française. Donc si vous opposez cette action directe à un expéditeur ou un destinataire qui est européen, il risque de vous expliquer que lui, il n'y connaît rien et que c'est votre loi française que vous appliquez, mais que lui, ça ne le concerne en rien. Effectivement, la CMR sur le sujet, qui est notre convention qui régit les transports sur l'Union européenne, nous dit qu'il faut s'en référer à la loi applicable. Donc là, effectivement, il faut s'interroger de savoir où a été réalisé ce transport pour savoir le lieu de destination, le lieu de prise en charge, pour savoir quelle loi vient s'impliquer. Est-ce que c'est la loi espagnole? Qu'est-ce que dit la loi espagnole sur l'action directe? Est-ce qu'elle explique? Est-ce qu'elle existe, pardon? C'est pas le cas partout. Donc attention quand vous êtes dans le cadre d'un transport qui n'est pas que français. Évidemment, ce délai d'1 an qu'on a tous en tête, mais qui est important de rappeler parce que quand il est dépassé, c'est trop tard pour agir. Et également cette précision importante que le fait que l'expéditeur ou le destinataire soit en liquidation judiciaire n'a pas d'impact. C'est-à-dire que comme vous avez une double garantie, vous vous retournez contre l'un, contre l'autre, c'est l'intérêt. En face, quand vous êtes victime, si j'ose dire, d'une action directe, qu'est-ce que vous pouvez aller contester, soutenir ? Ce que je vous disais, c'est l'absence de qualité de voiturier, de venir contester le fait que ça soit tel transporteur qui ait effectué personnellement le transport. Moi, j'ai le cas aujourd'hui où j'ai un client qui a exercé une action directe et en face, mon adversaire m'explique justement ça. Eh bien, c'est qu'il y a eu un rachat dans le groupe et que ce n'est pas la bonne entité qui aurait assigné. Donc, on est en train de vérifier toutes les lettres de voiture, vérifier les en-têtes, qui était juridiquement sous quelle en-tête à ce moment-là. Mais donc, c'est important parce que c'est un levier de contestation en face. L'absence de la lettre de voiture, là, souvent, on nous dit que c'est un sujet. Le contrat de transport, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'une lettre de voiture ou d'un document contractuel pour être prouvé, mais ça aide quand même à démontrer que vous avez effectué personnellement le transport. Et donc, si vous êtes en face et qu'on vous invoque une action directe, ça peut être un moyen de demander les lettres de transport sur lesquelles on se base. Le prix non justifié, on en a parlé. La prescription, évidemment. L'action ne peut pas être exercée au-delà d'1 an. Et le transport international, je vous en ai parlé aussi, donc je ne m'appesantis pas sur ce point. Le fait qu'il y ait une liquidation judiciaire du donneur d'ordre, il n'y a pas d'obstacle à l'exercice de l'action directe, ça, je vous en ai également parlé. En revanche, ce qu'on peut recommander aux transporteurs dont le donneur d'ordre est en carafe ou en liquidation, c'est, au-delà de l'action directe, c'est quand même d'aller déclarer sa créance auprès du commissionnaire, c'est-à-dire auprès du mandataire ou du liquidateur qui est nommé. Il a 2 mois pour le faire, à compter de la publication légale. Ça permet, si l'action directe échoue, d'avoir un recours et d'avoir déclaré sa créance. Ensuite, sur le sujet qui nous intéresse plus directement, on va dire le droit de rétention. Le droit de rétention, c'est ce que j'essayais d'expliquer en début d'exposé, c'est un outil qui est très utile, mais qui est très millimétré, très précis. Pourquoi ? Parce que elle ne porte déjà que sur l'objet, c'est de retenir la marchandise qui n'a pas été payée et qui n'est pas encore livrée. Donc elle ne porte
que sur une étendue limitée, que sur les factures impayées. Vous ne pouvez pas faire un droit de rétention sur des marchandises qui concernent des prestations antérieures. Ça, c'est très important parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Donc l'étendue était limitée. Ensuite, deuxième condition, il y en a 3 globalement. L'objet, c'est la première. La deuxième, c'est la connexité. La connexité, donc, il faut effectivement que la créance porte sur la chose retenue. Et il faut aussi qu'il y ait une connexité avec le propriétaire de la marchandise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retenir toutes les marchandises qui sont impayées par n'importe quel donneur d'ordre. Il faut que ça concerne les mêmes propriétaires. Et enfin, il faut que cette possession soit effective et licite. Ça, c'est des termes très juridiques de code, mais qui sont importants. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas une bonne conservation de la marchandise, qui est une possession sans violence, et que quand vous conservez la marchandise dans un entrepôt, vous êtes en charge de la conserver comme le bon père de famille. Vous êtes responsable de cette marchandise. Je pense à ça parce qu'il y a souvent des sujets, notamment pour les marchandises périssables. C'est vous qui en êtes responsable si vous décidez de faire un droit de rétention sur des marchandises parce que vous n'êtes pas payé, très bien. Mais attention, les marchandises périssables, elles sont soumises à des contraintes de température, etc. Et donc, si vous n'êtes pas vigilant sur ce point, on peut se retourner contre vous. Et enfin, dernier point, dès lors que vous vous délestez de cette marchandise, que vous remettez la marchandise à un tiers ou à n'importe qui, eh bien, il n'y a plus de droit de rétention. Vous n'êtes plus fondé à l'exercer. Voilà. Donc, dans le Code de commerce, c'est l'article L133.7. Ce que je vous disais, c'est que ça concerne toutes les créances de transport, à l'inverse de l'action directe. Là, on concerne les créances de transport, y compris les prestations annexes. Donc, on compte le stockage, la manutention et tous les frais autour. Ça concerne des créances antérieures, on l'a vu. Donc là, il faut effectivement vérifier cette histoire de connexité et de propriété de marchandises. Une créance certaine, c'est une créance certaine, liquide et exigible. Certaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas prescrite. Donc là encore, attention, le délai d'1 an, il est important. La question de la propriété de la marchandise, j'y reviens beaucoup parce que c'est pareil, quand vous êtes appelé pour ces histoires de droit de rétention, à chaque fois, ce qu'il faut demander, en fait, c'est les factures sur lesquelles vous faites cette rétention. Parce que si vous faites une rétention sur des marchandises qui concernent un propriétaire Tartampion qui fait partie du groupage, on sait très bien, mais il y en a un dans le lot qui n'a rien demandé et qui a peut-être payé ses factures de transport et qui serait en droit aujourd'hui de venir contester votre droit de rétention. Donc attention d'identifier bien le propriétaire des marchandises sur lequel vous exercez le droit de rétention, ce qui est en pratique très compliqué parce qu'en général, comme transporteur, vous n'avez pas accès aux factures commerciales, ou en tout cas difficulté d'avoir accès aux coordonnées ou à l'identité du propriétaire. Donc c'est pas toujours évident. Ensuite, sur l'attribution judiciaire du gage, l'intérêt c'est que si effectivement vous retenez la marchandise et que vous n'êtes pas payé, vous pouvez vous retrouver effectivement à ce qu'il y ait une action en justice, à faire vendre la marchandise et à vous payer sur cette vente de marchandise. C'est l'attribution judiciaire du gage. Les dépéditeurs, on l'a vu, c'est l'expéditeur, le destinataire et le donneur d'ordre. Donc c'est souvent, quand on est transporteur, c'est son commissionnaire. Donc le côté pratique de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir des petites questions à se poser quand on n'est pas payé, de se dire qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les marchandises sont livrées? Est-ce que je les ai encore dans mon entrepôt? Si oui, effectivement, le droit de rétention peut se justifier. Est-ce qu'il y a une connexité? On y revient avec cette histoire de marchandises dans l'entrepôt livré et le propriétaire. Très important, la valeur de la marchandise par rapport à votre créance. Est-ce que vous n'allez pas avoir une disproportion monumentale entre l'impayé qui est le vôtre et la marchandise que vous retenez? Auquel cas, vous risquez d'avoir quelques ennuis avec celui dont vous retenez la marchandise. Sur la nature de la marchandise, est-ce qu'elle est périssable, est-ce qu'elle est dangereuse? Attention, à nouveau, ça rejoint cette idée de conservation de la marchandise. Ça entraîne des coûts, donc à prendre aussi en compte dans son action.
et à s'intéresser à la situation de son débiteur. Est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'il est en procédure collective? Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir et réagir face à ça? Pour le transporteur qui exerce cette action, de manière générale, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été top transport à Marseille aussi. J'avais eu l'occasion de faire quelques prises de parole, mais j'ai l'impression que c'est le fil rouge qui revient en permanence, c'est de dire, si vous avez un message à faire passer dans vos entreprises, dans vos équipes, en opérationnel, c'est qu'il faut écrire, 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 écrire. Parce que la plupart du temps, on récupère des dossiers qui pourraient être bons, sauf qu'il n'y a rien. On me dit, oui, mais au téléphone, j'ai eu machin, par SMS, il m'a dit que... Ouais, c'est très bien. Mais un dossier, ça se construit. Et si on veut aller le défendre devant un juge, il faut qu'on ait des éléments tangibles, matériels, probants à démontrer. Donc il faut faire des mails, il faut faire des lettres par recommandé avec accusé de réception, il faut faire des lettres de mise en demeure, mais n'hésitez pas à écrire, c'est comme ça que vous documentez un dossier. Et pourquoi un écrit? Pour lui expliquer que vous exercez un droit de rétention, que ça porte sur telle marchandise, telle facture, tel montant. Identifier, inventorier la marchandise, dresser un inventaire, ça c'est très important aussi, parce qu'en cas de contestation, vous serez en mesure de justifier de quelle marchandise on parle et ce que vous avez fait. Des photographies, c'est toujours mieux. C'est toujours cette idée de documenter vos dossiers. Assurer la conservation, on en a parlé. Faites attention évidemment aussi aux coûts de gardiennage que ça peut entraîner, tout ça. Et puis, anticiper l'éventuelle contestation de votre débiteur qui peut être fondée à aller saisir le juge des référés. Ça, je vais vous en parler après. Ça veut dire être prêt, si vous exercez un droit de rétention, à ce qu'en face, on conteste ce droit de rétention. Et en général, ça se passe dans une procédure qui s'appelle les référés, qui est un juge de l'urgence, c'est rapide. Et là-dessus, on vous demandera des justificatifs, des éléments. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment documenter vos dossiers. Les intérêts du droit de rétention, on les devine, c'est que c'est effectivement un outil de pression qui est assez fort. En général, quand vous retenez la marchandise de celui qui ne vous paye pas, c'est assez immédiat et ça réagit de l'autre côté. En revanche, ça évite effectivement, quand ça se passe bien, des actions longues, coûteuses, etc. Le formalisme est assez réduit pour et autant que vous respectiez les règles que je vous ai exposées au-dessus et les conditions de cette connexité, d'une possession effective, licite, etc. Encore une fois, l'intérêt, c'est d'éviter l'action, donc ça on en a parlé, risque et impact, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, c'est voilà, comment éviter ça, c'est-à-dire celui qui va venir contester votre droit de rétention. Donc la contestation du droit de rétention, c'est un contrôle qui va se passer a posteriori par le juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer dans les mini-lignes de votre contrat. On va lui mettre sous le nez, pour parler crûment, 3-4 documents et il faut que ça lui saute aux yeux. C'est comme si vous expliquiez le problème à votre enfant qui est en CP et qui soit capable de comprendre. C'est pas pour déjuger le juge des référés, mais c'est le principe. C'est-à-dire que c'est une procédure de l'évidence qui est rapide et qui ne s'appesantit pas sur les détails. Donc ça veut dire que si c'est pas clair, vous êtes débouté de votre action et votre droit de rétention, il aura servi à rien. La contestation du droit de rétention, elle peut être opposée dès lors que vous êtes en mesure de démontrer que la rétention vous a causé un trouble manifestement illicite. Alors je vous ai mis entre guillemets ce que ça signifie. Ça veut dire c'est une perturbation qui résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Entre nous, ça veut dire on ne respecte pas les 3 conditions. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va demander au juge des référés quand on demande la main levée du droit de rétention? On lui demande, évidemment, la restitution des biens. Ça, c'est le premier truc qu'on veut. Libérez-moi les marchandises, parce que le droit de rétention que le transporteur exerce n'est pas fondé. Et s'il y a un abus dans ce droit de rétention, qu'il faut caractériser, donc il faut documenter tout ça, vous êtes fondé, vous, chargeur, ou vous, destinataire, ou vous, commissionnaire, à aller réclamer des dommages et intérêts, pour et autant que vous les justifiez et que vous avez là encore des éléments à mettre en face. Donc, quel argument vous pouvez faire valoir pour contester le droit de rétention? On renverse la balance. Cette absence de lien de connexité entre la créance et les biens,
une créance qui n'est pas certaine, qui n'est pas déterminée dans son assiette, dans son montant, une créance qui n'est plus exigible parce que vous êtes au-delà du délai de prescription d'1 an, ou une assiette de créance qui est disproportionnée, c'est-à-dire que vous deviez peut-être 15 000 et vous en êtes à retenir 50 000 euros de marchandises. Bah, effectivement, il y a une disproportion énorme et vous n'êtes pas fondé aujourd'hui à retenir 50 000 euros de marchandises. Il faut que la retenue de la marchandise soit fondée par rapport au montant à payer. Voilà pour la contestation, donc ce qui sont des arguments ou des bases de réflexion pour le chargeur, le destinataire, qui se voit retenir sa marchandise. Donc là, on se répète un petit peu, pardon, par rapport à ce que je vous ai déjà dit. On essaye de rester dans le pratique plutôt que dans le juridique pur. C'est des petits tips à avoir en tête. Les 3 conditions à avoir en tête pour agir: la connexité, la créance certaine, la possession effective. La notification du droit de rétention par email ou par lettre commandée, la proportionnalité qu'il faut bien évaluer de votre créance, et attention à toujours cette histoire de conservation. Pour le chargeur, n'attendez pas pour réagir, c'est-à-dire qu'on vous retient votre marchandise, vous prenez un téléphone, vous prenez votre mail et vous demandez des explications, vous demandez des justificatifs, les factures, les lettres de voiture, pour comprendre et pour voir. C'est-à-dire que si vous sentez qu'effectivement il y a une difficulté sur l'assiette de la créance, sur qui exerce ce droit de rétention, il faut que les conditions soient claires et qu'elles respectent le processus que je vous ai indiqué. Parce que sinon, encore une fois, alors je ne vous souhaite pas d'en arriver à devoir saisir un juge pour contester. En général, on arrive à s'entendre et on se débrouille. Mais le but, c'est ça, c'est d'avoir un moyen de levier pour aller contester ce droit qui est quand même assez fort pour celui qui se le voit opposé. Voilà, donc pensez bien à vérifier en tant que chargeur ou destinataire la qualité de celui qui exerce, la réalité des prestations. Est-ce que c'est bien lui qui a déplacé la marchandise? Est-ce que c'est bien lui qui était en charge du transport? Et à nouveau, pardon, je passe mon temps à me répéter là-dessus, mais documentez vos recours, vos actions, vos mails, écrivez, n'ayez pas peur d'écrire. Et puis sinon, il ne faut pas non plus hésiter à prendre conseil sur le sujet. Le cas de Ziegler, c'est un bon exemple. Nous, voilà, on a été confrontés à des clients anglais qui se voyaient retenir leurs marchandises parce que Ziegler UK était en carafe et qui nous appelaient en nous disant « mais nous, on ne comprend rien à votre système, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur rétention, le droit français, etc. » Et donc, effectivement, on a passé au crible toutes les lettres de voiture, toutes les factures commerciales, vérifier comment ça s'exerce, sur quel montant on parle et qu'est-ce qui est concerné. Mais c'est important d'avoir ces éléments en tête parce que je pense que durant ces périodes assez mouvementées qu'on vit, il peut y avoir malheureusement des tendances à se rattraper ou se payer de façon un peu cavalière parfois, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Oui. Attendez, tenez. Est-ce qu'il y a une différence entre le privilège et la rétention? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. En fait, la rétention, dans le Code civil, elle est très large. Vous verrez, il y a un certain nombre de possibilités d'exercer ce droit de rétention. Le privilège, c'est la faculté qui est vraiment dédiée à notre matière, aux transporteurs. Mais c'est la même. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une question. Enfin, peut-être qu'elle va. Vous avez déjà répondu, mais je crois qu'il y a 2 modèles de créance. Une créance, ça veut dire, enfin, pour moi, c'est qu'une facture est échue et que le client n'a pas réglé cette facture. Oui. D'accord. Mais vous parliez tout à l'heure dans un modèle où s'il n'y a pas de créance et que, enfin, sur de ma part, hein, je fais peut-être l'amalgame.
Vous disiez que vous disiez qu'il n'y avait peut-être pas, enfin qu'il fallait justifier de cette créance-là. Donc comment il peut retenir de la marchandise s'il n'y a pas de créance derrière? Parce qu'à un moment donné, En fait, la créance, c'est des factures de transport impayées en général. oui. Donc, quand on retient une marchandise, c'est parce que on a confié. C'est ça. L'amalgame, c'est sur la marchandise. Oui. C'est la marchandise sur les. Vous disiez donc c'est la marchandise qui n'a pas été livrée. Oui, qui n'a pas. Parce que vous l'avez dans votre entrepôt, donc vous êtes en D'accord. mesure de la retenir physiquement. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Il faut Ok, qu'elle c'est ne juste soit la pas tournure. encore livrée. Ok, d'accord. Non, mais c'était la tournure entre la créance Oui, et qui pardon, n'a pas été j'ai livrée. peut-être pas été et, suffisamment claire. Je comprenais plus la liaison. Très bien, ça va, merci. Ce qui est logique en fait. Oui. Est-ce que la loi Guesso peut être cumulative avec le droit de rétention? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que oui. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'action directe, il n'y a pas de rétention dans l'action directe. Vous allez demander un paiement, mais vous ne retenez pas la marchandise. Alors que dans le privilège, c'est un outil encore plus fort. Vous pouvez exercer une action directe, c'est-à-dire l'action directe, c'est simplement du papier, en fait. C'est-à-dire que vous dites à votre expéditeur ou à votre destinataire, mon donneur d'ordre ne m'a pas payé, donc je me tourne vers toi. Paye-moi. Mais sa marchandise, vous n'êtes pas en droit de la retenir physiquement. Alors que le privilège, le but, c'est que physiquement, vous la détenez dans vos entrepôts et vous ne la relâchez pas tant que vous n'êtes pas payé. C'est un échelon au-dessus pour moi. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour clarifier, du coup, au début, vous avez parlé du contrat de transport, comme quoi il fallait regarder dans quel pays ça s'applique. Au niveau du droit de rétention, c'est au niveau européen ou c'est pareil, il faut regarder en fonction des pays? Pour l'action directe, c'est sûr qu'on n'a aucune disposition dans la convention CMR. Donc on n'est pas, l'action directe, c'est un sujet purement français. Le droit de rétention, honnêtement, il est également pour moi purement français. Je ne crois pas qu'il y ait de disposition à ce sujet non plus dans la CMR. C'est des codifications de code civil, de code de commerce, donc qui sont propres à la France. Ce qui implique en fait de se poser la question, c'est pour ça que je parlais de loi applicable. Quand vous allez saisir un juge, vous saisissez un juge, je vous passe la tambouille procédurale, mais en général, on regarde le lieu de livraison et le lieu de prise en charge, et en fonction des deux, on a la compétence du tribunal. Souvent, c'est le lieu de livraison qu'on prend d'ailleurs. Donc si vous avez un lieu de livraison en Espagne, le problème, c'est que vous allez saisir un juge espagnol, qui va donc être amené à juger en fonction de sa loi espagnole. Et c'est là où il faut s'interroger de savoir si ce droit de rétention, il s'exerce ou pas. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu de la gymnastique intellectuelle qui n'est pas forcément évidente. Mais il faut juste avoir en tête que c'est quand même très français et que si vous êtes dans des flux internationaux, c'est pas si simple que ça, quoi. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir quels sont les points clés qui permettent d'indiquer qu'une créance n'est pas certaine ou non exigible. Quand elle n'est pas certaine, c'est quand on a un doute, c'est-à-dire c'est ce que je vous parlais, le juge de l'évidence, c'est qu'il y a une matière à contestation. Alors, vous allez me dire, c'est très large, mais c'est en général, quand vous avez une facture, une livraison qui est intervenue, le doute, il est assez minime, voire inexistant, parce que la prestation de transport a été réalisée. Vous avez la preuve de cette réalisation par la lettre de voiture, la facture, la créance est certaine. Si vous n'avez pas de lettre de voiture ou que vous avez une facture qui ne correspond pas au montant qui a été convenu,
vous pouvez être amené à penser qu'effectivement la créance n'est pas certaine. La créance exigible, en revanche, c'est par rapport à la date. C'est-à-dire qu'une créance, elle est exigible, les délais de paiement, c'est 30 jours. En transport, vous avez 1 an pour réclamer. Si vous passez ce délai d'1 an, c'est plus une créance exigible. Voilà. Merci. Merci beaucoup.